les hommes politiques. 9 Français sur 10 ne leur font pas confiance. Ça fait suite au sondage de jeudi dernier paru dans Paris Match ou sur le baromètre pour la première fois sur les 50 politiques testés. 40 de ces 50 sont en baisse. Du jamais vu. On en parle ce matin avec Stéphane Jacot. Bonjour. Vous avez été secrétaire national de l'UMP en charge de la justice et des prisons. Vous êtes membre de l'équipe de campagne d'Alain Juppé. Je vous ai demandé de venir ce matin puisque vous êtes dans un documentaire écrit et réalisé par Estelle Beauvais, Politique et moralité. Déjà, revenons sur ces chiffres. Vous avez vu ce sondage hier. Vous prônez une politique différente, faire de la politique autrement. Est-ce que vous êtes étonné par ces chiffres ? 9 Français sur 10, hein. 9 Français pas sur 10. honnêtes, ne leur font pas confiance. C'est absolument pas étonnant. Aujourd'hui, il y a un vrai désintérêt des Français envers la politique, tout simplement parce qu'il y a eu la démonstration ces derniers temps. On peut reprendre l'affaire Cahuzac, on peut reprendre aussi l'affaire Thévenoud, en passant par Big Maillon, qui écœure les Français de la politique. C'est un système réellement qu'il faut revoir. Et je pense, et je reviendrai là-dessus, il faut déprofessionnaliser la politique. Mais vous dites la politique ou les politiques ? Est-ce que vous faites une nuance sur les hommes politiques, les partis politiques et la politique qui continue à intéresser les Français ? La politique, elle, continue à intéresser les Français, bien évidemment, mais les hommes politiques et les systèmes politiques, il faut les revoir. Et quand je dis les revoir, c'est qu'il y a dans la plupart des partis politiques, aussi bien des cadres que des personnes qui prennent ensuite des mandats d'élus, qui sont là-dedans depuis la sortie de Sciences Po, depuis l'ENA. Et en réalité, ils ne choisissent pas un métier où ils peuvent apporter d'ailleurs une expertise, c'est ça l'intérêt, et ils choisissent la politique. Et ils passent par des cursus type Sciences Po, type l'ENA, et ils en font leur métier, et c'est ça qu'il faut limiter aujourd'hui. Et c'est ça le problème, à votre avis, c'est cette espèce de professionnalisation de la vie politique, c'est-à-dire d'entre-soi, de déconnexion du réel, finalement ? Et bien évidemment, si vous voulez, ça donne des gens du coup, qui s'installent dans des mandats. Donc on en fait des élus professionnels et du coup qui sont complètement déconnectés de la réalité. Mais est-ce que c'est pas un peu sévère comme jugement ? Est-ce qu'il y a que ça ? Il y a des hommes politiques qui sont peut-être, qui sont à la fois députés, maires, donc qui sont sur le terrain. Donc même en étant professionnels de la politique, ça leur permet de garder un contact. Alors ça permet d'avoir un contact, mais je pense que c'est davantage salutaire quand il y a un politique qui souhaite, ou plutôt qui ne renouvelle pas ses mandats, à la fois dans le temps, mais aussi dans le nombre de mandats. Là, je pense que c'est salutaire. Mais tout de même, est-ce que les Français, dans ce désamour, dans ce désintérêt, le sondage est vraiment accablant, hein, je reviens dessus, vraiment très sévère, ils ne leur font pas confiance, ils ne les croient plus, donc il y a un problème de confiance aussi, il y a un problème de discours politique qui n'imprime plus. Je vais vous prendre un exemple très récent. Le changement de nom de l'UMP devenu Les Républicains. Est-ce qu'aujourd'hui, il était nécessaire, il était important, est-ce qu'il était prioritaire de changer de nom de l'UMP ? Est-ce que les Français attendent ça aujourd'hui ? Est-ce qu'ils attendent un changement de nom d'un parti politique ou alors de vraies solutions ? Aujourd'hui, on est quand même dans l'opposition. Donc les Français attendent de l'opposition une sorte de gouvernement de l'opposition en proposant de vraies solutions. Non, M. Sarkozy, élu il y a peu de temps, en décembre 2014, à peine élu en 5 mois, change déjà le nom du parti. Et on voit, c'est plus un parti tourné autour de Nicolas Sarkozy, c'est son parti, mais en réalité, il y avait d'autres urgences bien plus importantes. D'autant que, on le sait, l'UMP sort d'une crise financière vraiment catastrophique. Un changement de nom qui a coûté quand même 70 000 €. Est-ce que c'est vraiment la priorité aujourd'hui ? Oui, oui, d'accord, mais est-ce que ça, vous êtes le soutien d'Alain Juppé, hein, je le rappelle, donc on comprend votre position sur cette question, mais est-ce que ça, c'est Alain Juppé dans Les Républicains. Oui, mais est-ce que ça, c'est de manière à braquer les Français contre la politique ? Est-ce que c'est pas plutôt cette espèce encore une fois, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est un petit peu ce que disent les Français dans ce sondage, pas capable de proposer des solutions efficaces, pas proche des préoccupations des Français. À chaque fois, 90% répondent cela. Bien sûr, mais on revient encore là-dessus. Les députés qui s'inscrivent dans des mandats à répétition, dans le temps. Moi, j'ai été élu dans les Hauts-de-Seine, et notamment d'une ville qui est Châtillon, d'un maire, donc, qui est là depuis 1983. Il se trouve que 1983, c'est mon âge. Je suis né, j'ai 31 ans. Donc, c'est-à-dire que 31 ans de mandat aujourd'hui, est-ce que vous trouvez ça normal ? Et c'est pas le seul cas dans les Hauts-de-Seine. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En plus, il se trouve que j'ai été élu dans les Hauts-de-Seine, c'est pas vraiment la meilleure école pour débuter en politique. Mais, vous voyez, donc, c'est la caricature que je prends aujourd'hui, mais elle est là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élus qui s'inscrivent dans le temps
ils sont à la course en mandat, ils sont dans la durée de leur mandat. Plus long sera leur mandat, mieux ce sera. Et ça, c'est ça qui prouve aujourd'hui, qui démontre et qui caricature bien ce sondage. Et les Français sont désintéressés de la politique pour ces raisons-là. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez ? Alors moi, qu'est-ce que je propose ? Pour vous, moi, quelque chose de très simple. Déjà, limiter... Vous avez un métier ? Moi, j'ai un métier, je travaille, je suis à la DRH, à la direction des ressources humaines du Conseil d'État. J'ai passé des concours de la fonction publique, je suis passé par un concours de catégorie B. Aujourd'hui, j'ai des responsabilités, mais parce que je suis passé par la petite porte pour entrer dans l'administration. Oui, j'ai un métier, et je fais de la politique à côté. C'est-à-dire que dans les équipes de campagne aujourd'hui d'Alain Juppé, j'y vais sur mon temps libre à la fin de ma journée de travail pour réfléchir avec lui sur son programme. Ouais. Mais j'entends bien faire passer mes idées. D'ailleurs, je trouve qu'Alain Juppé est quelqu'un de très ouvert, qui, autour de lui, n'importe comment, il y a des personnes qui ne sont pas politiques, justement. C'est ça que j'apprécie énormément. Il y a des experts, ils viennent de tout horizon professionnel, ils apportent leur expertise. Aujourd'hui, dans cette équipe, donc moi j'entends bien faire passer mes idées sur cette histoire de moralisation dans la politique, et notamment de déprofessionnaliser le politique, c'est-à-dire de déjà limiter dans le temps, limiter, se représenter une seule fois. Quand on est député, eh bien, je pense que c'est incompatible avec la fonction de maire, c'est incompatible également avec la fonction de conseiller départemental, de conseiller régional. Donc si on est conseiller départemental, on ne fait que ça, on se consacre uniquement à un mandat. Je pense que j'ai occupé un mandat dans une collectivité territoriale, au Conseil général des Hauts-de-Seine, à la mairie de Châtillon, et je trouve qu'on ne peut pas aller sur les deux terrains, c'est impossible. Si on veut faire correctement son métier d'élu, il faut être sur un seul. Mais est-ce que ce n'est pas compliqué quand on vient de la société civile de faire carrière ? On a quelques exemples. Joiseur Habitant, qui elle qui vient de temps en temps sur ce plateau, qui était porte-parole de Manuel Valls, nous a raconté à quel point, elle a raconté dans un livre, ça avait été difficile pour elle et combien elle s'est fait rejeter par la classe, par les politiques qui entouraient Manuel Valls. Donc il y a aussi un entre-soi qui fait qu'on se serre les coudes et qu'on n'a pas très envie de voir arriver des gens qui ne font pas partie de la même caste que vous. Alors il y a des exemples. Prenons l'exemple par exemple de Fadel Amara, qui était secrétaire d'État, venant de l'association Ni pute ni soumise. Moi par exemple, j'ai été appelé à des fonctions de secrétaire national, non pas parce que je faisais la politique, mais parce que j'étais responsable d'association d'aide aux victimes. J'ai été appelé par Jean-François Copé. À l'époque, je me souviens, je reçois un appel de Copé qui me propose d'être secrétaire national. Mon secrétariat national n'était pas trop défini. Je dis, moi je veux être secrétaire national qui a une seule condition, c'est de m'occuper des prisons, des questions de justice. Il y a quand même dans les fonctions politiques certains qui viennent du milieu associatif. Là, il y a vraiment un intérêt de servir la France, de servir un intérêt de servir vraiment la collectivité. Mais c'est très rare, effectivement, ces exemples-là. La plupart, comme je vous le disais tout à l'heure, sont ceux qui sortent de Sciences Po, soit qui ont un parent déjà dans le système politique et qui sont cooptés. C'est un système de cooptation, la politique, aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de discours aussi politique et de courage ? Il n'y a pas d'idées nouvelles, nulle part, dans aucun des partis. Le seul qui tire son épingle du jeu, c'est le Front National dans ce sondage. Alors, effectivement, il y a... Prenons l'exemple encore de Nicolas Sarkozy. On a un Nicolas Sarkozy perdant. Je pense que l'échec de Nicolas Sarkozy est aussi dû à sa politique quand il a été au gouvernement, quand il a été président de la République, quand il a été au gouvernement après, mais quand il a été au gouvernement, quand il était ministre de l'Intérieur, il était meilleur que quand il a été président de la République. Qui a un discours après sa défaite dit « je me retire », mais c'est nuancé, « je me retire de la vie politique », et qui, 3 ans après, se relance dans la politique en prenant la tête d'un parti politique. Je crois que c'est ça que les Français ne peuvent plus entendre. C'est un jour, on tient ce discours-là, l'autre, on revient en force, disant « je suis le grand sauveur de la France, il faut que je revienne ». Aujourd'hui, effectivement, la droite a fait une très très belle, une belle vague bleue sur les élections départementales. Mais ce n'est pas grâce à Nicolas Sarkozy. C'est grâce effectivement à une politique aujourd'hui du gouvernement actuel qui n'est pas vraiment celle que les Français attendent. Et effectivement, on voit aujourd'hui l'arrivée le retour des Républicains en force. Est-ce que vous avez le sentiment que ce désamour, les politiques en ont conscience ? Je voudrais qu'on regarde un petit extrait du documentaire écrit et réalisé par Estelle Beauvais et par les réactions de certaines personnes qui ont été interviewées dans ce documentaire. Je pense que le système d'un gouvernement tel qu'il est maintenant est définitivement voué à l'échec. Il y a un temps médiatique qui correspond de moins en moins au temps politique. Je pense toujours qu'il y a une chance de changer. Il
y a une possibilité de changer. Quel que soit le parti pour lequel on travaille, il y a des réalités qu'on ne peut pas nier. On a besoin effectivement de personnes qui ont le courage de leurs opinions, de personnes qui ont le courage de proposer parfois des solutions innovantes, et on n'a pas besoin de personnes qui applaudissent. Voilà, mais il faut dire qu'elle n'a pas trouvé preneur pour l'instant pour ce documentaire qui s'appelle quand même Morale, politique et moralité. Donc je ne sais pas, si j'espère pour elle qu'elle trouvera en tout cas. Bien sûr. Mais est-ce que les politiques ont conscience de ce rejet des Français? Ils le sentent bien quand ils sont sur le terrain. Il n'y a qu'à voir les sifflets ce week-end au Mans. Oui, enfin, le président de la République a été sifflé, effectivement. Mais là, je pense que c'est propre à l'image du président de la République. Oui. Mais est-ce que les politiques ont conscience de et ont envie de changer les choses? Alors, en profondeur pour avoir occupé des fonctions au sein d'un bureau politique qui était celui de l'UMP pendant 4 ans, bien évidemment qu'ils en sont conscients. Mais il n'y a rien, en réalité, qui change pour que ça change. Vraiment rien. Et donc ça va venir avec une nouvelle génération, des gens comme vous qui vont essayer de faire bouger les choses, mais qui ne sera pas facile non plus. Ce n'est pas un combat gagné. Dans les faits, quand il y aura de réelles propositions qui se mettront en place, notamment avec le nombre de mandats qui se limite dans le temps, le nombre de mandats qui se limite en termes de mandats, je pense qu'il y aura aussi des faits. Mais il y a eu quelque chose, d'ailleurs, l'affaire Thomas Thévenoud est venue d'un travail de la haute autorité, de la transparence de la vie politique. Cette haute autorité, d'ailleurs, qui a été mise en place par le gouvernement de M. Hollande. Moi, je propose une mesure qui est simple, c'est que cette haute autorité qui est aujourd'hui sur le plan national, pour donner une liste d'élus en fonction de leur patrimoine, en fonction du nombre de collaborateurs qu'ils ont, eh bien, il faudrait l'appliquer à chaque département. Il faudrait que dans chaque département, il y ait une haute autorité de transparence de la vie politique. Je crois qu'en réalité, c'est ça. On manque de transparence. Moi, je vais vous donner un exemple vécu. J'ai été dans le bureau politique à l'époque où l'affaire Big Maillon a explosé. À l'époque où Jean-François Copé a été invité à démissionner. Moi, je vais vous dire, dans cette affaire-là, j'étais au sein du bureau politique, dans l'équipe de Jean-François Copé. Je me suis considéré comme cocu. Donc, on a bien ce terme, comme cocu. Un Jérôme Lavrieux qui vous regarde dans les yeux en vous disant « mais je suis absolument au courant de rien ». Non, c'est faux. Un Jean-François Copé de la même façon. Donc vous êtes en train de nous dire que tout le monde était au courant? Je ne dirais pas que tout le monde était au courant, mais les têtes vraiment pensantes proches de Jean-François Copé, ceux qui étaient vraiment entourés de Jean-François Copé, qui d'ailleurs, le cabinet de Jean-François Copé, c'était ses anciens collaborateurs qu'il avait suivis depuis le ministère du Budget. D'ailleurs, les fondateurs du Big Maillon étaient ceux qui étaient ses collaborateurs quand il était ministre du Budget. Et il se trouve que dans cette affaire-là, il disait ne pas être au courant. Comment ça? Comment un président de parti n'est pas au courant de ce qui se fait avec d'anciens collaborateurs qui occupent des fonctions à Big Maillon? Donc ça veut dire quoi? Qu'il se croyait au-dessus des lois, au-dessus de tout, finalement? Je ne croyais pas au-dessus de tout, mais voilà, il voulait faire passer des choses. En fait, vous dites que vous avez que régulièrement, Jean-François Copé était alerté, Jérôme Lavrieux, du fait qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses, mais malgré tout, je pense, oui. Ça c'est votre sentiment, vous qui y étiez. En ce moment, Jérôme Lavrieux est entendu au pôle financier, et vous dites que c'est pas crédible en fait. J'ai même le sentiment que Nicolas Sarkozy était au courant. C'est ce que vous... J'en ai pas la preuve, oui, c'est ça, mais du moins c'est le sentiment que j'en ai. Le sentiment, mais c'est une accusation grave que vous faites sinon. C'est pas une accusation, c'est un sentiment. Très bien. Merci d'être venu ce matin. Tout de suite, c'est l'heure du journal.